Je me présente, donc Nicolas Mialon, j'étais présent aux journées de l'année dernière et je vous avais demandé de me ramener des échantillons de miel puisque je faisais ma thèse sur la question de l'origine géographique des produits régionaux. Je me suis principalement intéressé au miel, au vin et à l'huile d'olive et donc l'idée c'était d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter un petit peu rapidement les conclusions de mon étude puisque vous y aviez participé. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la traçabilité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ce que l'Europe nous dit et nous rabâche en fait depuis une dizaine d'années. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre, puisque c'est celui qui coûte le moins cher. Dès lors qu'on doit passer par de l'analyse, on a des coûts qui explosent et ça devient beaucoup plus compliqué à contrôler. Donc pour ma part, j'ai voulu justement abaisser cette barrière du prix, non plus en travaillant sur des screenings ciblés qui coûtent très très cher avec des développements de méthodes, mais sur des méthodes non ciblées. C'est-à-dire en fait d'acquérir l'empreinte chimique de notre miel, ou de notre vin ou de notre huile d'olive, et ensuite de travailler sur des modèles statistiques qui nous permettent de les classifier. Donc ceci, je l'ai fait sur le miel avec une méthode qui est en fait de la spectrométrie de masse à introduction directe, c'est-à-dire que je dépose en fait l'échantillon dilué sur une petite tige en verre que je mets directement dans une machine, ce qui me permet en fait d'avoir un résultat sous 2, 3, 4 minutes grand max. On peut, à la suite de ce résultat, extraire, on va dire, les principaux composés qui sont présents dans un échantillon, donc plutôt en famille chimique. Donc on va avoir des composés qui sont phénoliques plutôt antioxydants, des composés sucrés et également des composés aromatiques. Ceci, quand on a des empreintes, qu'on a acquis énormément d'empreintes, on va pouvoir observer les similitudes et surtout on va pouvoir observer les différences. Donc ça c'est fait par un algorithme de statistique parce que vous vous doutez bien que si c'était aussi flagrant que sur mon exemple, ça serait un petit peu trop facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 135 échantillons de miel en France sur 4 régions principales, donc que sont le Grand Est, la Bretagne, la Corse et le sud de la France, pas trop loin de chez moi, autour de Nîmes, pour voir combien il y avait de terroirs. Donc quand on donne à manger toutes mes empreintes chimiques à mon algorithme, on se rend compte qu'on a une distinction par région qui est extrêmement forte. On peut rajouter également là-dessus des miels étrangers, ça fonctionne tout aussi bien. Donc on a bien un effet terroir qui est non seulement, je pense, lié aux plantes qui sont butinées, mais également propre en fait au sol et aux pratiques et on va dire au terroir en fait sur lequel on a implanté. Ça, on peut rajouter des échantillons de miel, d'huile et de vin sur ce même modèle et ça fonctionne toujours avec les mêmes discriminations régionales. Donc cet effet terroir en fait il est indépendant de la matrice qu'on regarde. Si cette fois-ci on a pu confirmer que donc, nos 4 régions correspondaient bien à 4 terroirs différents, j'ai voulu faire un petit peu le jeu d'aller un petit peu plus loin, notamment sur la zone du Grand Est, avec tous les échantillons que j'avais récupérés. Et donc, on peut sortir de là 9 micro-terroirs potentiels. Alors, j'avais pas assez d'échantillons, j'en avais récupéré 74 l'an dernier. Donc ça permet de donner des grandes discriminations, on va dire. On se rend compte, par exemple, qu'on a un premier terroir en orange, là, sur le graphe, qui commence à se distinguer des autres. Je précise que c'est des graphes qui sont en plusieurs dimensions, donc c'est toujours compliqué à visualiser. Mais on se rend compte qu'on a des performances de classification sur ces micro-terroirs qui sont assez intéressantes. Et donc, il faudrait rajouter encore quelques échantillons. Alors, j'ai terminé ma thèse, donc ça ne sera pas dans ce cadre de recherche, on va dire, mais plus dans un cadre industriel, s'il y a un intérêt et un besoin de le faire, qu'on ira enrichir notre base de données avec plus d'échantillons pour confirmer quelles sont les zones, est-ce qu'on a des petits recoupements en fonction des endroits ou pas. Je précise également, donc toutes les personnes qui ont participé ont une petite carte avec les échantillons qui m'avaient été fournis, qui vont représenter les profils aromatiques de leur miel. J'avais une diapo de conclusion quand même. Donc pour créer ces modèles, on a besoin d'échantillons authentiques. Donc en fait, on a besoin de personnes sur le terrain qui sont en mesure de nous garantir finalement la provenance, l'origine et que les pratiques qui ont été menées sont conformes à ce qui est attendu. La partie sélection de méthodes et création de bases de données, je dirais que c'est un petit peu plus mon travail. Et ensuite, ça sera le travail des industriels d'utiliser ces modèles pour faire du contrôle, notamment pour éviter la fraude et pour éviter l'import de miel chinois massif qui est rebadgé à la frontière. Donc pour essayer de protéger un petit peu la filière, il y a un message d'espoir, en tout cas ça fonctionne plutôt très très bien. Donc j'en arrive sur les résultats qui seront distribués pour toutes les personnes qui ont participé. Donc en fait c'est le résultat de l'analyse aromatique. Donc c'est uniquement la fraction aromatique en fonction des composés que j'ai détectés. J'ai pu attribuer leur odeur et en fonction de la quantité de la molécule, du coup j'ai pu faire ces petits graphes. Alors je tiens à préciser, puisque ça va probablement choquer certaines personnes, le plastique qui apparaît, en fait ça va être notamment les miels qui contiennent beaucoup de cire
Et du coup, on a une petite signature d'hydrocarbures qui était présente. Et très vite, en fait, on explose les plafonds et donc ça peut apparaître. Donc ça veut juste dire que votre miel avait de la cire dedans, ça ne veut pas dire qu'il sent le plastique, je le promets. Et c'était donc les 20 descripteurs majoritaires qui étaient retenus sur tous mes produits. Donc vin, miel et huile d'olive. Ce qui explique le descripteur vin, a priori, c'est pas trop quelque chose qu'on retrouve dans le miel. Ce qu'il faut savoir de ces profils, c'est que plus ils vont être chargés, plus en général le miel va être riche en bouche, riche gustativement. Et ce que j'ai pu remarquer également, c'est qu'on a une certaine corrélation entre certains descripteurs et certains types botaniques de miel. Alors je ne les avais pas pour tous, mais par exemple quand on a le citronné qui est assez présent, souvent c'était des miels de tilleul. Quand on a le caramel, c'était plutôt des miels de printemps, donc c'est peut-être associé avec le colza, la ressource en colza. Et j'en avais un autre qui était assez cohérent. Oui, quand le descripteur miel diminue, c'était plutôt des miels de miela. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux en sortir. J'avais pas assez de type botanique pour le savoir, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, à mon avis, à corréler avec le type botanique, puisqu'on a de moins en moins de mélissopalinologues, et que c'est de plus en plus compliqué de faire de l'analyse de pollen. Alors, je ne sais pas si vous avez encore le problème, je crois que vous avez le CETIAM ou le CETAM qui est encore dans la région, donc qui vous fait encore beaucoup d'analyses. Nous, dans le sud, c'est de plus en plus compliqué. Bon, ça va sûr. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, c'était vraiment pour un petit interlude, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.